Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Zakaria Kemtoré. Nous allons parler de l'avenir de notre Afrique par la voix de Zakaria. Du haut de ses 38 ans, Zakaria a été ministre de l'alphabétisation au Burkina Faso. Il est ancien député et surtout, il est auteur de 2 ouvrages, dont celui-ci, Jeunes d'Afrique agissons. Et c'est vrai que c'est un livre qui est assez succinct, mais assez précis et assez agitateur de neurones. Parce que je pense que comme beaucoup, comme moi, il y a beaucoup parmi vous ici qui sont assez réfractaires à la politique. On trouve que voilà, c'est sale, c'est la gangrène, c'est la corruption. De toute façon, ils ne veulent jamais quitter le pouvoir. De toute façon, les élections sont truquées, etc. En lisant ça, il y avait quand même un petit peu d'espoir, de messages positifs. Qui je suis et pourquoi Qu'est-ce qui me fait vibrer au fond? Qu'on ne soit pas juste des fans de la palabre, c'est important de palabrer, mais que la palabre soit considérée comme le départ de la réflexion qui va porter l'action. Parce qu'une action aussi sans réflexion, ça pose problème. C'est quand on est face au mur qu'on se rend compte que, bah oui, qu'on n'a pas pris l'entièreté de la question en charge, et on s'est fracassé, et puis on dit, bon, alors qu'on peut éviter cela en prenant le temps de la réflexion, mais pas que réfléchir. Le diagnostic sur le continent, il est fait. Quand vous écoutez les gens, on est plus ou moins d'accord sur les problèmes du continent. Sauf que les problèmes continuent d'exister. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'on manque d'ingéniosité? Est-ce que c'est que les problèmes sont tellement complexes qu'on ne sait pas comment les solutionner? Mais pourquoi, depuis plus de 50 ans, on ressasse pratiquement les mêmes choses et on n'a pas énormément évolué? Vous ne m'entendrez pas dire qu'on n'a rien fait, c'est pas vrai. Vous ne m'entendrez pas dire qu'on n'a pas progressé, ce n'est pas vrai. Bonjour. Mais ce n'est pas à la hauteur des attentes. Et ce qui me fait agir au quotidien, c'est cette forme d'insatisfaction profonde. Il faut que l'on sache, il faut que les jeunes Africains sachent s'offusquer, mais positivement. Que vous puissiez être dérangé par quelque chose. Quelque chose qui vous empêche de vivre heureux. Quelque chose qui vous empêche de faire comme si de rien n'était. Et de vous dire, tant que ça va persister ou exister, je ne serai pas bien. Donc il faut que je corrige cette insatisfaction. Si chacun de nous arrive à identifier cela, naturellement, que ce ne soit pas juste parce que je considère que j'ai un nez un peu plat ou que j'ai, je sais pas, des sourcils pas suffisamment fins, c'est pas de cette insatisfaction qu'il s'agit. C'est ce qui nous fait parfois mal au cœur, ce qui nous amène parfois à baisser la tête, ou parfois nous mettre en colère parce qu'on a touché le point qui fait mal. Et puis bon, pour sortir de là, on dit des choses méchantes, pour dire, bon, de toute façon, c'est pas notre faute, il n'aurait pas fallu nous coloniser, il n'aurait pas fallu nous soumettre à l'esclavage pendant des siècles, et puis bon, si on est là aujourd'hui, c'est parce que, en gros, il y aurait eu tout ça. On ne peut pas nier qu'il y a eu l'esclavage. On ne peut pas nier que nous avons été colonisés. Mais qui est capable de nous dire aujourd'hui, quel que soit, je ne sais pas si c'est le spécialiste de la comptabilité des finances, des calculs stochastiques, je ne sais pas si même ça pourrait nous aider
à imaginer ce qu'on aurait été si on n'avait pas été colonisé. Je ne sais pas. Donc, dès l'instant où il y a des choses sur lesquelles nous n'avons plus prise, pourquoi et comment on explique qu'on continue à s'acharner là-dessus au point de laisser ce sur quoi nous avons prise aujourd'hui et demain? Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé hier. Il ne s'agit pas de faire comme si de rien n'était. Mais lorsqu'on n'a pas connu tous ces événements, lorsqu'on s'aperçoit qu'on a plein de possibilités de faire différemment, est-ce qu'il est normal que l'on continue à utiliser ça comme les explications de notre situation actuelle? Je ne pense pas. En tout cas, je le refuse. Et je considère que les Africains n'ont pas été les seuls peuples colonisés de l'histoire. Regardez, d'autres ont connu la colonisation. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ils n'en parlent presque plus. Ça fait que je suis de ceux qui n'aiment pas les colères vides. J'ai plutôt une colère froide. Où je me dis, ce qui est important, c'est de parler à l'autre, mais de parler à l'autre à travers ce que nous avons réalisé, à travers ce que nous sommes. N'est pas, je le dis quelque part dans le livre, que l'on soit condamné à poursuivre les ombres de notre grandeur déchue. Ceci, pour moi, n'est pas une perspective. Si tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est de dire nous avons été grands, et nous avons été grands, on va chercher très loin pour dire que nous avons été grands, si ce n'est que ça, ça n'est pas suffisant. Et je ne veux pas avoir à baisser la tête. Et pour ne pas baisser la tête, je me dis, mon parcours et mon engagement doivent parler pour moi et doivent pouvoir m'aider à répondre à ceux qui laisseraient penser que les Africains sont nés après les autres, que l'Afrique a été créée après les autres continents, et que puis finalement c'est normal que l'on soit derrière tout le monde. C'est pas vrai. Mais d'où vient que nous soyons dans ces conditions-là et que finalement il y a comme une sorte de défaitisme? On dit ouais c'est comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Dès qu'on se met à discuter, on constate, et puis finalement on dit ouais mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on veut? Non, on ne peut pas se résoudre à cela, c'est pas possible. On ne peut pas, mais ça c'est moi, mais je suis sûr que chacun de vous, dans une introspection, peut parvenir à identifier ce qui n'est pas prêt d'accepter et ce qu'il voudrait contribuer à faire évoluer, à changer. Tant qu'on n'a pas trouvé cela, tant qu'on n'a pas trouvé ce qui vaut la peine qu'on se batte, que voulez-vous? On va continuer à constater, comme l'ont fait d'autres personnes avant nous. On va se penser intelligent parce que quand il s'agit d'analyser, on est les champions. Bon ben sauf que derrière la situation n'aura pas changé.
Je me rappelle que quand j'allais taper à la radio pour qu'on me fasse une place, j'avais pas encore 17 ans. J'arrivais, je disais, bah, écoutez, est-ce que vous pouvez me prendre comme stagiaire? Il dit, non, non, je ne prends pas de stagiaire à la radio. Je dis, bah, imaginez quelque chose, je sais pas, ok. Mettez-moi là, et ne m'appelez pas, ne me donnez pas un titre, laissez-moi là. Ça me convient parfaitement. Il dit non, c'est pas possible, puis on n'a aucun budget pour ça. Je dis, bon, d'accord. Je suis parti, je suis revenu. On m'a donné encore la même réponse. 3 fois, la même réponse. J'ai dit, bon, d'accord. Bah, je vais laisser ça et puis continuer tranquillement mes études. Puis j'ai laissé tomber pendant 1 mois, 2 mois. Puis non, je dis, c'est pas possible. Ils peuvent quand même me prendre en stage. Je ne leur demande pas de me donner 1 centime. Prenez-moi juste à côté de vous, quoi. Un jour, j'ai fait le guet là et j'ai attendu que le chef de programme sorte de la radio. Puis je l'ai arrêté. Et puis il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Non, je suis venu vous voir parce que je voudrais être pris en stage à la radio. Bah, il n'y a pas de stage. Je dis, mais s'il vous plaît. Je vais être tout petit, je ne me poserai aucun problème. Il me dit, ouais, bon, de repasser 2 ou 3 jours après, et puis voilà, on va voir ce qu'on peut faire. 2 ou 3 jours après, je retourne à la radio. Et puisque c'est un endroit sensible, les militaires me refusent l'entrée, l'accès à la radio. Qu'est-ce que vous allez faire en bas? Enfin, j'avais un rendez-vous. Vous avez rendez-vous, personne n'a annoncé que vous devez venir. Donc j'ai pas eu accès à la radio. Je suis en retard. Très bien. On finira par trouver la façon. 2 jours plus tard, je retourne. Et cette fois-ci, je ne m'arrête pas au poste de contrôle. Je joue le tout pour le tout. Je dis, s'ils me laissent passer, alors je considère que je travaille déjà à la radio, et quand ils arrivent, ils posent juste le pied, et j'étais sur ma petite mobilette, et je pose le pied, puis ils avancent. Donc je dis, je fais exactement la même chose. Et si ça se trouve, il ne m'arrêtera pas parce qu'il considère que c'est quelqu'un de la radio. Et donc j'arrive là, et puis je tremble un tout petit peu, puis je pose un peu le pied, et puis j'accélère. Et personne ne m'a arrêté. Peut-être qu'aujourd'hui c'est mon jour. Et j'entre comme ça et j'arrive, je m'installe à l'accueil et j'attends, je suis assis pendant plusieurs minutes. Il y a un moment, le responsable des programmes il sort avec 2 autres animateurs qui étaient avec lui. Et puis je lui dis, bah, c'est moi qui suis à la recherche de mon stage et tout ça. Et je lui dis, oui, mais je vous avais déjà dit qu'il n'y avait pas de stage. Je lui dis, ouais, mais bon, peut-être qu'un des animateurs... Puis les 2 qui étaient à côté, il leur a dit, bah, est-ce qu'un pourrait le prendre en stage? Et puis comme j'avais déjà parlé avec quelques animateurs, celui qui était là dit, ouais, bon, moi ça me gêne pas de souci. Voilà comment ça a commencé. Je suis resté 6 mois. 6 mois à ramasser les cassettes, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de CD, donc ce sont les cassettes que je ramassais là pour l'animateur. Donc j'ai ramassé ces cassettes et puis je classais. Vous savez, on faisait les conducteurs, les playlists maintenant, c'est à l'informatique. Mais non, à l'époque, on rangeait les cassettes et il fallait que j'ordonne les cassettes pour que le technicien qui doit les jouer sache en fait qu'il doit jouer, c'était dans l'ordre de passage. Donc c'était ça mon boulot pendant plusieurs mois. Et de temps en temps, il était gentil, il me passait le micro pour 5 minutes. Ah bah, quand j'avais le micro pour 5 minutes. Mais bon, il le faisait tard la nuit, c'est 1h du matin. Quand tout le monde était couché, il me dit, ouais, il a le droit. Bon. Et puis pendant 5 minutes, Et j'ai continué comme ça pendant 3 mois à peu près. Et un matin, je suis arrivé tôt, lui n'était pas là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il a eu du mal à se réveiller. Et finalement, le technicien, il démarre, il joue de la musique. Puis bon, comme l'animateur n'est pas là, je me suis dit, mais tiens, peut-être que tu peux faire occuper l'antenne pendant ce temps. Puis je démarre, puis je dis des choses, je raconte ce que je pense être correct. Puis je termine, il arrive vers 7h30, alors qu'on a démarré l'antenne vers 6h. Et puis bon, il continue comme si de rien n'était.
Et à 9 heures, le responsable des programmes, il arrive et me fait appeler tout de suite. J'ai dit, oh là, bah, ça c'est la fin du stage. Puis il me demande ce qui s'est passé. Parce qu'il dit que je vous ai écouté pendant plus d'une demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit non, il n'était pas là et je pensais qu'il fallait occuper en tête. Il dit d'accord. Il me regarde et me dit vous voulez vraiment faire ça? Je dis oui. Et est-ce que vous êtes prêt à assumer tout seul une tranche horaire? Je lui ai dit vous rigolez en fait. Non, il me dit non, je veux vous confier une tranche horaire. Je dis ouais, bien sûr. Et j'ai eu ma première tranche horaire. Et je venais d'avoir 17 ans. J'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Entre-temps, je me suis formé au journalisme et puis ça m'a permis d'aller vers le service des rédactions de la radio. Et puis bon, on m'a fait écrire des brèves pendant longtemps. Et puis un beau jour, le rédacteur en chef me dit bah écoute, tu vas présenter le JP. Je dis ah ouais. Ok. Et j'ai essayé, j'ai fait la présentation un soir. Et le lendemain, à la conférence des rédactions, on m'a programmé pour 3 autres éditions. Et après, j'ai continué ce boulot pendant des années. J'ai dû faire ça pendant... Ouais, un peu plus. Oui. Et le courant. Et je termine avec ça, ouais, à peu près ça. Ce qui se passait, c'est que je terminais mon journal, la présentation de mon journal le matin à 6h45. Je le préparais toute la nuit. Je commençais à peu près à minuit. Je terminais vers 6h. Alors 6h, j'avais un premier flash. Et à 6h30, j'avais la première édition du jour. Je terminais le journal. Et à 6h45, je regagnais l'université. Et copain de l'époque me disait ah ouais, on vient de t'écouter. Je dis ouais, d'accord. Et quand j'étais assis, quand l'enseignant nous faisait prendre des notes, c'était bon. Mais quand il se mettait à expliquer, je dormais. J'ai commencé à travailler tôt et depuis lors, j'ai pas arrêté. Toutes mes études, y compris mon doctorat, je l'ai fait en continuant à travailler et en faisant plusieurs choses à la fois. Quand j'ai démarré mon doctorat, j'ai été assez rapidement coopté comme enseignant vacataire à l'université. De Rennes. Oui, de Rennes. Mais en même temps, c'était pas suffisant pour moi, donc je continuais à travailler à côté parce que je voulais être pleinement autonome, et puis voilà. Et donc, j'assurais la sécurité dans un bistrot. Je faisais ce boulot pour m'en sortir, et puis bon. Et un jour, quelques-uns de mes étudiants de la fac se retrouvent pour prendre un verre, mais où ils n'ont pas eu une autre idée. C'est exactement dans le bistrot où je travaillais. Donc ils arrivent, puis je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, ils viennent prendre un verre. Puis ils disent, bonjour monsieur. Ah, bonjour, vous allez bien? Ouais. Super. Et puis ils commencent à discuter, quoi. Mais pour eux, il était inimaginable que je sois en train de travailler. Donc j'étais peut-être sorti prendre un peu d'air et que j'allais rentrer avec eux, quoi. Et puis à un moment, ils me disent, ah tiens, vous êtes installé? Ouais, je suis installé là. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous bossez? Ouais, je suis en train de bosser. Alors pour eux, c'était pas possible. Leur prof à la fac, qui se retrouve à faire agence de sécurité là où eux vont boire un verre, pour eux, c'est pas possible. Je dis, bah ouais, bah écoutez, j'ai besoin de bosser, et puis voilà. Vous savez, aujourd'hui, tout ceci, si je me permets de vous raconter cela, c'est pour que vous sachiez
qui je suis. Je ne crois pas que les diplômes, les fonctions font l'homme. C'est important, c'est vrai, je ne dirais pas le contraire. Mais ce qui vous fabrique, ce qui vous donne la force d'agir et de concrètement changer les choses, c'est ce que vous êtes capable d'endurer aussi comme souffrance. Aujourd'hui, quand je dirige une entreprise et que j'ai une trentaine d'agents de sécurité qui sont juste là pour s'assurer que ça se passe bien pour le public qu'on reçoit, je sais ce qu'ils peuvent endurer quand ils restent toute la journée là, debout, à regarder les étudiants entrer et sortir. Et naturellement, que mon rapport à ces agents ne peut pas être le même que celui qui n'a pas vécu cette expérience. C'est pas qu'on a forcément besoin d'être vigile pour comprendre les vigiles, pas cela. Mais ce qui va vous amener à être capable d'empathie et être capable aussi de conseiller, d'accompagner, puisque je fais ça aussi pour eux, et c'est le fait de ne pas les regarder de haut. Vous êtes patron, si vous le patron. La tentation est forte de regarder le technicien de surface, le gardien, de le regarder. Je prends cette porte parce que je crois qu'il nous manque, à nous autres, élites africaines, cette humilité qui, associée à cette insatisfaction, va nous permettre concrètement d'agir. Je trouve que nous manquons énormément d'humilité. Nous refusons de souffrir parce que nous considérons que nous sommes l'élite. Et nous pensons que les ruraux sont des pas bons, ne sont pas notre hauteur. Et donc, bon, finalement, ils doivent plutôt nous regarder et accepter notre domination. Si les jeunes urbains continuent de se couper des jeunes ruraux, eh bien, on va non seulement vers de graves problèmes, mais on aura d'une certaine façon trahi notre responsabilité. Celle de contribuer à non seulement éveiller les consciences, mais constituer ce bloc costaud qui nous permet de progresser ensemble. Un leader, tout seul, n'a jamais réussi quoi que ce soit. Chaque fois qu'il a véritablement impacté, c'est quand il a su ou pu mettre en mouvement les populations. Vous regardez les chiffres, nos populations sont très majoritairement rurales. Qu'est-ce que nous faisons? Nous qui sommes censés aider, à la limite être les locomotives, nous avons accepté d'être des locomotives sans wagon. Et ça ne nous offusque pas. Qui se préoccupe de savoir si ce qu'il fait est compris par ceux qui sont les plus nombreux? Si ce qu'il fait participe à la progression de ceux-là qui sont les plus nombreux?
Nous sommes entre nous dans nos batailles d'ego, dans nos élans philosophiques, et nous pensons que le monde, que l'Afrique, se résume à ce que nous sommes. Eh bien non, nous sommes si peu nombreux. Et nos préoccupations, parfois, sont totalement en décalage de celles de nos frères et sœurs en milieu rural. Et qu'est-ce que nous faisons? Comment nous réussissons à réduire déjà ce gap et à nous rapprocher d'eux? Eric Arsena disait que les jeunes Africains, ruraux comme urbains, puisque, sont atteints de ce qu'il a appelé la maladie de la boussole. Ils regardent tous vers le nord, attirés par le nord. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, de partager avec vous, c'est que si les jeunes élites que nous constituons ne se préoccupent pas de réduire le fossé entre eux et la majorité de la population africaine, eh bien, non seulement on n'ira pas bien loin, mais ensuite, ce qui nous attend, c'est une révolte que aucun de nous ne saura accomplir. Regardez aujourd'hui ce que représente la croissance démographique dans nos pays. Gros problème, les effectifs de plus en plus importants. Et qu'est-ce que nous faisons? Ben, on se coupe de plus en plus. Et ma crainte, c'est que si personne ne s'en préoccupe, eh bien, le jour où on s'en rendra compte, ce serait bien trop tard. Mon appel à l'engagement politique. Pourquoi faire de la politique? Chaque fois que des décisions sont prises, qu'elles soient bonnes ou pas, dès lors où on est citoyen, cette décision a un impact, une influence sur nous, sur nos vies. Mais d'où vient cette idée de dire que l'on va confier nos vies, ce qui a autant d'importance pour nous, à des personnes qui finalement n'ont même pas notre estime? À la limite, parfois de façon, je ne sais pas si c'est prétentieux, mais on dit je suis trop propre pour faire de la politique. La politique, c'est ça. C'est pour les menteurs, les voleurs, les tricheurs, Les corrompus. les corrompus. Les carabins. Tout ça. Vous voyez? Et ça n'intéresse pas les jeunes. On va plutôt aller se réfugier dans le secteur associatif. On fait de la politique dans le secteur associatif. Oui, mais vous ne prenez pas les décisions qui orientent nos États. Si on vous met dans la mauvaise direction, même si vous courez comme Speedy Gonzalez, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'atteindrez jamais votre but. D'accord? Mais l'idée à un moment, c'est de se dire comment nous pouvons contribuer à tracer le chemin et à ne pas laisser cela et en se disant non, ça c'est pas pour nous. Et je le dis d'autant plus que je suis avec vous, la qualité des personnes que j'ai autour de la table.
Quand je vais en milieu rural et je vais rencontrer les jeunes, quelle que soit leur bonne volonté, ils reconnaissent leurs limites. Ils ne sont pas capables de faire tout ce que vous pouvez faire. Mais ils sont remplis d'énergie. J'ai fini par dire à l'école, dans le livre, que l'école nous transforme et nous transforme négativement. On devient des attentistes grognons, toujours prêts à se plaindre. Et que ceux-là qui ont quasiment rien, débordent d'énergie, veulent saisir toutes les opportunités. Je dis, mais c'était pas ça la promesse de l'école. Et donc, du coup, c'est que si vous renoncez, je crois énormément à la diaspora et au rôle de la diaspora pour changer notre Afrique. Si elle renonce, ça sera difficile. Justement, comment la diaspora peut-elle asseoir sa légitimité pour prendre des décisions qui vont avoir un impact, mais pas sur son territoire direct? Faites de la politique. Mobilisez-vous, ayez vos leaders, construisez un vrai parcours et prenez le pouvoir. Je ne me cache pas. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas une autre façon de faire les choses. Ce qui se passe, c'est qu'on va rester en Afrique, on met en place nos partis politiques, on développe notre cité, vous êtes là d'idées. Mais dès qu'on a un truc, la meilleure façon de vous écarter, c'est de dire vous êtes resté trop longtemps dehors, vous êtes déconnecté des réalités, laissez tomber. Bon, ok. Les plus courageux vont s'approcher, mais considèrent que comme ils ne sont pas sur le terrain, ça n'est pas possible. Ben, j'ai dit non. Bien au contraire. Il vous faut vous organiser, constituer des groupes d'influence, parce que vous avez quelque chose que tout homme politique cherche. Quelles que soient les conditions difficiles dans lesquelles vous êtes, si vous vous mobilisez, vous avez une force tout de suite financière qui intéresse tout homme politique. Comment les diasporas s'organisent pour dire, écoutez, voilà ce que nous voulons. Nous participerons, à défaut de désigner eux-mêmes l'un d'entre eux qui rentre et qui mène le combat, disent, ok, nous finançons la campagne, nous participons au financement de la campagne, mais voici ce que nous souhaitons. Mais non, on ne va pas faire ça. On va regarder, à la limite, bon, s'il y a un programme politique qui circule, on va corriger à la marge et puis on redonne. Et on va continuer à rester en dehors. Parce que l'expérience, la petite expérience que j'ai me laisse penser que c'est la politique qui permet de transformer les choses. Qui permet véritablement de donner un élan nouveau. Pourquoi vous allez être en dehors?